Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus terrifiantes dans les films paranormaux. Pour cette liste, on va s'intéresser aux destins tragiques les plus flippants qui arrivent dans des films impliquant des phénomènes paranormaux. Pas besoin que la mort en question soit le résultat d'un acte surnaturel, tant que les lois du paranormal régissent l'œuvre dans sa globalité. Faites bien gaffe aux spoilers au passage. Quelle fin terrorisante a laissé sa trace chez vous? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, belle journée pour faire du cerf-volant, pas pour être Gage Creed. Cimetière. Perdre son enfant, c'est probablement la plus grande peur de tout parent. C'est exactement l'angoisse que Stephen King a cherché à titiller dans son roman de 1983. L'adaptation de 2019 a finalement pris un autre chemin, mais l'adaptation de 1989, elle, est fidèle au matériel source. Le plus jeune membre du casting y connaît un sort funeste. Après avoir emménagé dans la Cambrousse, la famille Creed profite d'une journée ensoleillée et s'organise un petit pique-nique des familles. You're flying it. You got it. Gage is flying it. You got it? Can I fly it now? In a minute, honey, let Gage finish his turn. Malheureusement, dès que son papa a le dos tourné, le petit Gage poursuit la ficelle du cerf-volant jusqu'à une route. I want to fly it. Daddy, it's my turn now. All right, just a minute. Et tout ce que la famille peut faire, c'est voir le petit bout se faire percuter par un camion-citerne à toute allure. Ça laisse les spectateurs complètement dévastés, et ce n'est que le début puisque plus tard, l'horreur revient, tout comme Gage, ramené à la vie par d'obscures pratiques. Numéro 9, Heather Donahue rencontre la sorcière en question, le projet Blair Witch. Alors, c'est probablement pas le premier film en fan footage de son genre, n'empêche que le projet Blair Witch a fait connaître cette technique au monde entier en réussissant à toucher un large public. All of a sudden, I felt like something was near me. Right? You know, kind of an eerie feeling. It was like a woman. Le réalisme que permet d'avoir l'approche de style documentaire et la caméra tremblotante, ça offre la possibilité d'arriver à faire vraiment peur avec un budget très serré. Le film, présenté comme un enregistrement retrouvé, c'est un peu ça l'idée du fan footage, c'est l'histoire de trois amis qui décident de réaliser un documentaire sur la sorcière de Blair. Il y a pas mal de moments qui font trembler les genoux dans le film, mais c'est le chaos de la scène finale qui reste gravé dans la mémoire des spectateurs et les hante longtemps après le déroulement du générique de fin. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. En explorant une maison abandonnée, Heather est attaquée par quelque chose hors caméra. Et y a pas de gore ou de découverte de monstres, non! C'est plutôt le long mystère de ne pas savoir et de ne rien voir qui rend sa mort si terrifiante. Numéro 8, Bugsy fait atteindre un point de rupture à une Amelia possédée, Mr. Babadook. Les films d'horreur paranormaux utilisent des forces surnaturelles hors du commun pour nous foutre la trouille. Mais autant il y a des phénomènes spectaculaires à l'écran, autant les meilleurs films du genre arrivent aussi simultanément à aborder des thèmes plus terre à terre. Des thèmes qui restent effrayants, hein, attention. See him in your room at night. Mom, does it hurt the boy? Mom, does it live under the bed? Pour ce qui est de Mr. Babadook, la créature éponyme peut être vue comme la personnification du deuil et ses conséquences possibles les plus dangereuses. Amelia est une mère célibataire qui lutte à éduquer seule son fils. Oscar, son défunt mari, est mort sur le chemin qui l'a amené à l'hôpital le jour de la naissance de leur fils et elle ressent son absence profondément. I thought you were dead. I thought you were dead. Épuisée et perdant peu à peu pied avec la réalité, Amelia finit par ne plus pouvoir résister à l'influence du Babadook. Comme présagé de façon sinistre dans son livre, Amelia tue le chien de la maison dans un moment choquant qui vous traumatisera à coup sûr. Numéro 7, la disparition subite du nourrisson Samuel, The Witch. Par essence, les films d'horreur cherchent à faire frissonner les spectateurs grâce à une imagerie et des concepts choquants. Mais même si c'est dans leur nature, il y a certaines limites que la grande majorité des films ne veulent pas franchir, comme par exemple faire souffrir des personnages en bas âge. Dans The Witch, ils ont réussi à le faire sans pour autant montrer la souffrance en question. Et le résultat est aussi atroce que dévastateur. I beg thee, for the sake of thy son, forgive me. Show me mercy.
Show me that light. Le film se déroule dans les années 1630. On y suit une famille de colons qui essaye de mener sa vie en Nouvelle-Angleterre. L'aîné, Thomasine, joue à faire coucou avec le bébé Samuel. Le réalisateur Robert Eggers retourne totalement ce jeu, qu'on connaît tous, en faisant de Samuel celui qui disparaît. Boo! Sam? C'est simple, mais superbement exécuté et atrocement efficace. Numéro 6, une piste de danse enflammée pour les camarades de Carrie, Carrie au bal du diable. Le lycée, c'est pas évident. Je vois pas de période dans la vie de quelqu'un où le statut social paraît plus important que pendant ces quelques années. Ce qui est, avec du recul, tellement débile. Harry, hit it! Oh! Harry! Play the game. To win a game with her on the team. Look at her. Come on. You eat shit. La popularité devient une espèce d'obsession. Ne pas être populaire, c'est ne pas être grand chose finalement. Et si on se rajoute en plus une maman religieuse ultra stricte et un poil violente, ça devient l'enfer. Victimisée à l'école et brutalisée chez elle, Carrie White est grosso modo isolée partout où elle va. Ses camarades s'arrangent pour qu'elle devienne reine du bal de promo dans le seul but de l'humilier, et c'est là qu'elle va péter une durite. Grâce à son pouvoir naissant de télékinésie, elle verrouille les portes du gymnase où se déroule le bal et déclenche un incendie pour brûler vifs ses tourmenteurs et tous les autres. C'est vraiment une façon horrible de mourir, rendue d'autant plus atroce par le sentiment de claustrophobie transmis par la façon dont c'est filmé et monté. Numéro 5, les habitants rencontrent les vampires 30 jours de nuit. Quand on arrive dans un nouveau bled, c'est toujours important de faire une bonne impression. Faut être courtois, avenant, se montrer sympathique quoi. You don't bring me what I want to eat, what I want to drink. That's enough, pal. Leave the lady be. Une autre option, c'est de bouffer les gens du coin. Ouais, c'est une autre culture. Dans cette adaptation de 2007 d'un comic d'horreur, on retrouve les habitants de la ville de Barrow, en Alaska, alors qu'ils se préparent pour un mois d'hiver polaire. Alors que même quand ça se passe bien, c'est déjà une période éprouvante psychologiquement, ça devient carrément pénible lorsque tout un tas de vampires décident de visiter la ville. Faut pas avoir fait Sciences Po pour comprendre pourquoi Une nuit de 30 jours, ça a tendance à titiller des vampires. Mais dans le doute, l'équipe du film n'a laissé aucune place à l'imagination. C'est un véritable massacre qui s'ensuit. Je vous garantis que plus jamais vous ne trouverez les vampires sexy. Numéro 4, le père Karras fait le sacrifice ultime, l'exorciste. L'exorciste, qui fait partie des plus grands et des plus influents du genre de l'horreur, a assez de moments terrifiants pour avoir sa propre liste. Et si on se concentre sur les morts, cela dit, la chute fatale du père Karras laisse une forte impression chez les spectateurs. Après avoir tué Burke Jennings et avoir donné une foutue crise cardiaque au père Lancaster Marine, le démoniaque Pazuzu affronte Damien Karras pour l'âme de Regan McNeil. Comme il est battu sur tous les fronts, le gentil prêtre prend des mesures draconiennes. Il invite carrément le démon dans son propre corps. Incapable de renoncer à un autre si alléchant, Pazuzu fait le grand saut. Mais coup de théâtre, le père Karras aussi, littéralement cette fois, puisqu'il se jette pronto par la fenêtre dans le but de les tuer tous les deux. Une fin aussi horrible qu'héroïque. Numéro 3, l'accueil atroce de Dick Hallorann à l'Hotel Overlook, Shining. Est-ce que cette liste est à 40% remplie d'adaptations de Stephen King ? Oui. Est-ce qu'on compte s'excuser ? Même pas en rêve. Et même si l'auteur n'était pas hyper fan de l'adaptation de Kubrick au Cinoche, ce film est depuis largement considéré comme un chef-d'œuvre. Here's Johnny! Parce que son père Jack succombe complètement à la folie surnaturelle qui règne à l'Hotel Overlook, le jeune Danny Torrance utilise la télépathie pour communiquer avec Dick Hallorann. Malheureusement, plutôt que de se pointer et sauver tout le monde, Hallorann met un terme à ses vacances et c'est à sa vie qu'on va mettre un terme. Le gentil cuisinier télépathe déambule dans le hall vide de l'hôtel, une atmosphère pesante s'installe. Anybody here? Et puis, sorti de nulle part, Jack attaque et met un coup de hache bien placé. Après un plan séquence si long et si lent, cet acte de violence inattendu a vraiment de quoi faire sursauter. Numéro 2, Noah rencontre Samara pour la première et la dernière fois, le cercle.
Oui, cette scène a été parodiée un nombre incalculable de fois depuis. Mais en 2002, quand la franchise a fait son apparition auprès d'un public occidental, les spectateurs ont été absolument terrifiés. En même temps, ça n'aurait pas été une cible privilégiée des parodies si à la base, la scène n'avait pas laissé une forte impression sur le paysage audiovisuel. Bah oui, logique. Your phone rings. Someone knows you've watched it. And what they say is, you will die in 7 days. À ce moment du film, on a déjà vu de quoi Samara est capable, et c'est pas joli. Mais la voir en pleine action, c'est carrément autre chose. Un peu comme Noah, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder impuissant, alors que Samara l'ajoute à sa liste de victimes. Ce qui rend cette scène si efficace, c'est que la tension se bâtit tout doucement. Pas besoin de jumpscare, la venue lente de Samara est suffisamment effrayante. Avant de vous révéler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. L'œil de Paola se fait empaler, l'enfer des zombies. Cette masterclass d'effets mécaniques vous fera perdre l'appétit. Mika est jeté sur la caméra, Paranormal Activity, une belle façon d'utiliser le fan footage à son maximum. Le Dr Burke se fait planter, Candyman, ce psychiatre condescendant, apprend à la dure que le Candyman est bien réel. Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. On publie du nouveau contenu tous les jours, donc pour ne rien rater, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche et les notifications sur votre téléphone. Numéro 1, Gripsou prend une bouchée sous les gradins, ça, chapitre 2. Le clown éponyme de l'œuvre de Stephen King, ça, maîtrise sur le bout des doigts l'art de tuer. Cet être cosmique a plus de capacité qu'un Superman de l'âge de bronze. Et comme il se contente pas de tuer et manger ses victimes, mais qu'il savoure aussi leur peur, chaque repas est une occasion de faire baliser les spectateurs, par extension. Tasty, beautiful fear. Le moment le plus emblématique de Gripsou dans son histoire sur écran, c'est son échange qui ne manque pas de mordant avec le pauvre petit Georgie Denbrough. Que ce soit dans la version de 90 ou l'adaptation de 2017, le sort de Georgie nous glace le sang, même après d'innombrables visionnages. Et pourtant, le réalisateur Andrés Muschietti s'est débrouillé pour placer la barre encore plus haut dans le chapitre 2. La morsure fatale en elle-même est évidemment terrifiante, mais c'est la manipulation interminable avant ça qui rend le moment si terrifiant. You're supposed to say 3. Alors, vous en dites quoi de ce top? Dites-le moi en commentaire. Après ça, checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.